Rebonjour à toutes et à tous. Alors, quand vous gérez un dossier administratif, il arrive un moment où vous perdez la responsabilité de ce dossier. Et c'est bien normal. Il y a un moment où c'est l'autorité qui est désignée pour ça, qui prend la décision. Donc, l'autorité politique démocratiquement élue, qu'il s'agisse du collège communal, du conseil communal, du conseil de l'action sociale ou du conseil d'administration de l'intercommunal, bref, les instances qui sont désignées pour prendre la décision. Donc cette décision vous échappe en tant que telle, mais bien entendu, ces instances, normalement, prendront leur décision sur la base du dossier que vous aurez constitué et que vous aurez géré jusque-là. Et donc cette décision, elle se matérialise dans ce qu'on appelle un acte administratif, c'est-à-dire le document écrit par lequel l'autorité reconnaît, prend pleinement la décision qui s'impose dans le dossier qui s'attache à elle. Je reviens un peu en arrière. Donc, dans le schéma du cours qui est le nôtre, on a vu la première étape qui consiste à se poser les questions, la relation de cause à effet, deuxième étape, puis nous avons fait les recherches juridiques pour proposer une solution et rassembler l'information pour proposer à l'autorité un mode opératoire. Celle-ci a marqué son accord sur ce mode opératoire. Il s'agit à présent de l'exécuter. Et puis, au terme de cette étape d'exécution, il faut quand même bien rédiger un document qui va formaliser la décision de l'autorité. Et cette formalisation, ce document, s'appelle un acte administratif. L'acte administratif est donc le document par lequel l'autorité en question, la personne publique, l'autorité représente la personne publique, qu'est la commune, le CPS ou l'intercommunal. Donc, l'autorité prend une décision qui a des effets juridiques. C'est ce document qui produit l'effet juridique. Votre dossier sert à prendre la décision, mais la décision, et c'est celle qui compte, quant à l'effet juridique recherché et produit. Alors, il y a différents types d'actes administratifs. Il y a les actes administratifs qui créent des droits, et d'autres qui n'en créent pas particulièrement, mais qui modifient une situation. Par exemple, voter un budget, ça modifie ou ça met en place une situation spécifique pour la commune, mais ça n'entraîne pas de droit ou d'obligation particulière pour les citoyens. Adhérer à une ASBL ou à l'intercommunal, ça ne crée pas de droit spécifique pour les citoyens non plus. Par contre, il y a une série d'actes administratifs qui, eux, sont générateurs d'obligations et de droits pour les citoyens ou pour d'autres personnes publiques. On va voir les différents types d'actes administratifs. Il y a, pour ceux qui créent en tout cas des droits chez les personnes, il y a une différence à faire entre l'acte unilatéral et l'acte bilatéral, et une différence entre l'acte individuel et l'acte réglementaire. Par-dessus le marché, les choses se compliquent quand on sait qu'un acte unilatéral peut être individuel et qu'il peut être aussi réglementaire, alors que l'acte bilatéral peut être individuel mais ne peut pas être réglementaire. Rassurez-vous, je sais que je parle chinois pour le moment, mais on va examiner ça plus en détail. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'il est important évidemment de savoir de quel type d'acte il s'agit lorsqu'on va devoir le rédiger, parce que la décision, c'est l'autorité qui la prend sur la base du dossier que vous avez instruit sans doute, mais sur la base d'un acte administratif que vous allez rédiger à la place de l'autorité, au nom de l'autorité. Donc c'est vous, en tant que gestionnaire du dossier, qui allez rédiger l'acte administratif. Donc autant savoir de quel acte il s'agit, et surtout, en fonction de cette nature, on verra qu'il y a des conséquences et des orientations différentes qui sont prises. Ce n'est pas la même chose s'il s'agit d'un acte unilatéral, individuel, ou bien d'un acte réglementaire, simplement. Bien. Alors, passons-les en revue. L'acte unilatéral, comme son nom l'indique, il vient d'un seul côté, unilatéral. Hein, même en football, un latéral, c'est quelqu'un qui joue sur le côté. Mais donc, c'est un acte dont la décision ne provient que d'un seul côté, en l'espèce, elle provient du côté de l'autorité publique. C'est une décision pour laquelle on ne demande pas l'avis ni le consentement de la personne concernée. Pourquoi? Parce que on est dans le registre où l'autorité publique fait appel à la notion de droit public. Rappelez-vous ce qu'on a vu la fois dernière ou la fois avant sur la notion de droit public et droit privé. Lorsque l'autorité publique utilise les ressorts du droit public, ça signifie qu'elle est dans une situation où elle vise avant tout l'intérêt général, et en tout cas, elle est la représentante de la puissance publique pour laquelle, on l'a vu
en première semaine de cours, l'intérêt général prévaut sur l'intérêt particulier. Puisqu'elle agit en faveur de l'intérêt général, l'intérêt particulier des individus s'efface en quelque sorte, et donc l'acte juridique produit en effet par lui-même, parce qu'il est l'expression de l'intérêt général porté par l'autorité publique qui prend cette décision. Exemple, on décide d'octroyer un permis d'urbanisme à quelqu'un. La personne a fait une demande, évidemment. L'administration a examiné le dossier, l'a instruit, et au final, l'autorité décide d'octroyer, ou même de refuser, le permis d'urbanisme. Elle le fait sans demander l'accord de la personne qui va obtenir ce permis ou qui se verra refuser ce permis. Ce qui n'implique pas, évidemment, ce qui n'empêche pas la personne concernée d'introduire un recours. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour la prise de décision en tant que telle, on ne demande pas l'avis de la personne. Vous avez demandé quelque chose, OK, on instruit le dossier, on examine ce qu'il faut faire, et au final, on prend une décision. Parce qu'on est dans le cadre de la poursuite de l'intérêt général, c'est l'autorité publique qui prend cette décision dans le cadre de son autorité, de sa poursuite du droit public, de l'utilisation du droit public. Autre exemple, la nomination. Si certains d'entre vous ont la chance d'être nommés, ou auront peut-être la chance d'être nommés, ben, comment ça se passe? Il y a des examens, très probablement, et puis à un moment, le conseil communal prend une décision qui consiste à désigner monsieur ou madame, vous peut-être, je l'espère, dans le poste en question. Et vous n'avez rien à signer. C'est l'autorité qui a décidé de vous désigner, de vous nommer dans cet emploi-là. A contrario, elle a décidé de ne pas nommer quelqu'un d'autre. Donc, l'autre personne n'a pas plus de droits que vous, ou moins de droits que vous, concernant cette décision. Vous n'avez pas été consulté pour cela, on ne vous a pas demandé votre accord pour vous nommer, c'est l'autorité qui prend d'initiative la décision de vous nommer. Autre exemple encore, dans le cadre d'un marché public, on revient toujours sur notre photocopieur qui est en panne. On a consulté et on décide finalement d'octroyer le marché de fourniture d'un nouveau photocopieur à l'entreprise A. Alors, certes, l'entreprise A a rentré une offre de prix, elle a eu des contacts, etc. Mais la décision qui consiste à désigner l'entreprise A, elle est faite sans l'accord de l'entreprise A, ni même de l'entreprise B ou C. Et donc, cette décision qui consiste à rejeter les offres des entreprises B et C, cette décision est prise sans demander l'autorisation, l'avis ou l'accord des entreprises B et C. Donc, c'est un pouvoir qui appartient à l'autorité publique, qui agit dans le cadre du droit public. Et évidemment, le corollaire à cela, soyez bien attentifs à cet aspect des choses, c'est que ce n'est pas parce que la décision est prise sans vous demander votre avis qu'elle est prise de manière discrétionnaire, non justifiée. Au contraire, le pouvoir important de prendre une décision concernant quelqu'un sans lui demander son avis nécessite que cette décision soit correctement justifiée dans ce qu'on appelle la motivation. La motivation, on verra ça dans quelques minutes, consiste à expliquer la raison pour laquelle telle décision a été prise, la manière dont cette décision a été prise et tout ce qui s'est passé, toutes les considérations factuelles et juridiques qui ont amené à la prise de décision. Donc, ce n'est pas un pouvoir absolu sans contre-pouvoir. C'est un pouvoir qui consiste à décider sans demander l'avis de qui que ce soit, en tout cas l'avis des personnes concernées, mais ça nécessite, plus que d'autres actes, une justification en profondeur et renforcée. Ça, c'est l'acte unilatéral. Et donc, la caractéristique de l'acte unilatéral, c'est qu'il doit être motivé. Il y a une obligation de motivation pour justement que la personne concernée, les personnes concernées comprennent bien les raisons pour lesquelles la décision en question a été prise. L'acte unilatéral se différencie de l'acte bilatéral. Alors, sémantiquement, si vous avez compris la signification de unilatéral, vous comprendrez assez facilement la signification de bilatéral. L'acte bilatéral est celui qui implique la volonté commune des deux parties. Autant dans l'acte unilatéral, il y avait la volonté juste de l'autorité publique, autant dans l'acte bilatéral, il faut qu'il y ait une volonté des deux parties pour que la décision soit prise.
C'est le cas lorsque l'autorité publique, la commune, le CPS, l'intercommunal, se base sur le droit privé pour prendre cette décision. Vous, droit public, acte unilatéral, droit privé, acte bilatéral. C'est très simplificateur ce que je vous dis ici, mais bon, c'est assez commun quand même. Donc, ce que je vous ai expliqué par rapport au droit public et au droit privé se voit appliqué ici. Tout est lié, évidemment, dans le cours. Exemple. Le CPS, prenons le cas d'un CPS pour changer, est propriétaire d'un bâtiment et décide de le louer. Bien évidemment qu'il ne va pas imposer la location à quelqu'un. On va prendre quelqu'un qui passe en rue pour dire « je vous loue le bâtiment ». Il est évident que le contrat de location, les conditions de location seront discutées d'un commun accord entre les deux parties. Le choix de la personne se fera d'un commun accord entre les deux parties. Le choix de louer à telle personne se fera évidemment avec l'accord de la personne concernée. Vous n'allez pas louer un bâtiment à quelqu'un qui n'a rien demandé. Autre exemple, peut-être plus parlant. Vous êtes, beaucoup d'entre vous en tout cas j'imagine, contractuels. Et donc, le contrat de travail que vous avez signé, on ne vous a pas forcé à le signer. Vous étiez libre de l'accepter ou pas. Et donc, il y a un contrat à la base de la relation qui vous unit avec votre employeur, qu'il s'agisse de la commune ou du CPS, l'intercommunal. Et ce contrat, il est librement consenti entre les deux parties. Donc, l'employeur qui est la commune vous a proposé un contrat de travail et vous, employé, avez accepté et avez signé. Vous n'étiez pas obligé. Si vous n'aviez pas signé, la commune ne pouvait pas vous obliger à travailler pour elle. Donc, il y a un consentement entre les deux parties, il y a un bilatéralisme, il faut donc l'accord des deux parties pour pouvoir matérialiser cette décision. Quand on loue un bâtiment, il y a un bail et le bail est signé par les deux parties. Il n'est pas imposé par l'autorité publique à l'égard d'une autre personne. Donc, bien distinguer ce qui relève de l'acte unilatéral de l'acte bilatéral. Bilatéral, il y a donc un accord de chacune des parties pour pouvoir mettre en œuvre la décision. Alors, il y a encore une autre distinction, c'est celle entre l'acte individuel et l'acte réglementaire. L'acte individuel, là aussi, la réponse est dans la question, j'ai envie de dire, il vise une personne ou bien un groupe de personnes clairement identifiées ou identifiables. On peut prendre une décision qui vise une personne en particulier ou un groupe de personnes. Je reprends mon permis d'urbanisme. Le permis d'urbanisme, il est octroyé à une personne, ou bien à qu'il s'agisse d'une personne physique d'ailleurs, ou une personne morale, ou bien à un couple, à deux personnes, ou bien à plusieurs personnes entre elles, mais qui sont clairement identifiées ou identifiables. Et donc, l'acte individuel a, de par sa nature, une portée limitée dans le temps, puisqu'il s'attache à une personne, il y a un moment où la personne n'est plus là. Le permis d'urbanisme qu'on a octroyé à une personne, il n'a pas été octroyé à une autre personne. Donc, ce n'est pas le voisin de la personne qui a obtenu le permis qui pourra le mettre en œuvre. L'acte individuel qui consiste à octroyer une pension de retraite à quelqu'un qui a 67 ans, c'est un acte individuel. Lorsque la personne meurt, l'acte n'a plus d'existence non plus. On ne continue pas à verser la pension. Je sais que le conjoint peut avoir une pension de survie, etc. C'est un autre domaine. Et donc, l'acte qui consiste à octroyer une pension à quelqu'un ne vaut que pour la vie de la personne. Donc, en ça, l'acte individuel a une portée limitée dans le temps. L'acte réglementaire s'oppose à l'acte individuel, dans la mesure où si l'acte individuel touche une ou des personnes identifiées, l'acte réglementaire, il touche un ensemble de personnes indéterminées. Il vaut pour tout un groupe de personnes large. Et il a un caractère permanent, alors que l'acte individuel, on l'a vu, a un caractère limité dans le temps. Ce sont des textes qui s'imposent, qui s'appliquent à toutes les personnes d'un groupe, mais d'un grand groupe, et qui n'ont pas pour vocation de disparaître dans le temps. L'exemple le plus évident pour vous, c'est votre règlement de travail ou votre statut.
votre règlement de travail, votre statut, ben, il s'adresse à toutes les personnes qui travaillent à la commune ou au CPAS, quelles qu'elles soient. S'il y en a un qui part demain, on ne doit pas changer le statut ou le règlement de travail. Donc, il est indépendant des allées et venues des personnes qui travaillent dans l'institution en tant que telle. Il est valable de manière permanente. Si demain, tous les agents de la commune meurent d'un coup, le règlement de travail ou le statut, il continuera à exister, et pour les nouveaux qui arriveront, bah, il sera d'application pour ces nouvelles personnes aussi. Donc, c'est en cela qu'il est permanent, normalement. Hein. En tout cas, il ne disparaît pas avec la disparition, où il y a le changement de statut de la personne à qui il s'adresse, puisqu'il s'adresse à un nombre indéfini de personnes qu'on ne peut pas vraiment identifier de manière permanente. Donc, l'acte réglementaire indique une série de prescriptions qui sont abstraites. Ce sont des devoirs et des obligations en général. Autre exemple qui peut vous concerner, c'est l'ordonnance de police administrative. Et donc, que ce soit dans l'ordonnance de police administrative qui définit ce qui est interdit, ce qu'on peut faire dans la commune en termes d'ordre public, qu'il s'agisse de l'ordonnance de police, qu'il s'agisse du statut ou du règlement de travail, ben, ils émettent des règles qui sont générales. Dans votre statut, ou plutôt dans votre règlement de travail, on indiquera que vous ne pouvez pas arriver après 9 heures. Mais tous les agents, évidemment. Dans l'ordonnance de police, on indiquera qu'on ne peut pas faire de feu dans le jardin. Et voilà, et on prévoira les sanctions éventuelles si on produit ce genre d'infraction. OK, mais ça reste un texte général. Et ce qui se passe, c'est que ce texte général, qui est l'acte réglementaire, est une sorte de norme sur laquelle va s'appuyer l'acte individuel qui concerne ce qui est prévu dans l'acte réglementaire. Je m'explique. Si dans votre acte réglementaire, qui est le règlement de travail, il est interdit d'arriver après 9 heures du matin et que vous arrivez à 9h15, vous, il se peut que votre autorité prenne une décision, donc un acte administratif, vous concernant, ce sera donc un acte administratif individuel, qui vous donne un blâme, par exemple. Mais cet acte administratif individuel qui vous inflige un blâme est basé sur le règlement de travail qui est l'acte réglementaire. Donc l'acte réglementaire est la norme de base pour créer certains actes individuels. Sur l'ordonnance de police, par exemple, l'ordonnance de police interdit de faire du feu dans le jardin. Vous avez fait un feu dans votre jardin, la police arrive, elle constate, puis il y a un acte qui vous concerne vous, qui vous inflige une amende. L'acte vous infligeant une amende est un acte individuel, puisqu'il s'adresse à vous, mais il s'appuie juridiquement sur un acte réglementaire qui est l'ordonnance de police, qui est interdit de manière générale et abstraite de faire du feu dans les jardins. Donc voilà, n'oubliez pas ces différentes distinctions, acte unilatéral, acte bilatéral, acte individuel, acte réglementaire. L'acte unilatéral peut être évidemment individuel. L'acte unilatéral, qui est celui de la personne publique qui impose sa volonté, sa décision, s'adresse tant à une série de personnes ou une personne bien précise. Exemple, octroyer une prime. Octroyer une prime, ben, c'est une décision qui émane de l'autorité sans vous demander votre accord. Et elle s'adresse à vous en particulier. Donc, c'est un acte unilatéral individuel. Un acte unilatéral peut être réglementaire aussi, puisque la décision de modifier le statut ou le règlement de travail ou l'ordonnance de police, elle est faite évidemment par l'autorité sans demander l'accord de toute la population. Donc, c'est bien un acte unilatéral et qui est réglementaire, puisqu'il fixe des règles générales. Alors que l'acte bilatéral, lui, qui demande le consentement des deux parties, il ne peut être qu'individuel, évidemment, puisque l'accord ne peut se faire qu'avec des personnes clairement identifiées. Un acte bilatéral, par nature, ne peut pas être réglementaire. Un acte bilatéral ne peut être que individuel, puisqu'il faut que ce soit des personnes bien déterminées qui signent l'accord, le contrat que vous voulez passer avec eux en tant qu'autorité publique. Donc, voilà, n'oubliez pas ces distinctions et surtout ce qui est important de signaler à ce stade-ci, c'est qu'il y a une particularité qui s'attache à l'acte individuel unilatéral, c'est que celui-ci est soumis à l'obligation de motivation. Puisqu'il s'agit d'une autorité qui prend la décision sans vous demander votre avis et qu'en plus ça s'adresse à vous en particulier, ben vous, en tant que personne, en tant qu'individu, vous avez le droit de savoir la raison pour laquelle l'autorité a pris telle décision. Et ça, c'est l'obligation de motivation.
On va en parler tout de suite. Cette obligation de motivation, donc de justification, si vous voulez, elle est relativement récente. Elle apparaît dans la loi du 29 juillet 1991, relative à la motivation formelle des actes administratifs. Et ça fait partie de ce processus qu'on a expliqué à la première leçon, qui consiste à essayer de redorer l'image de l'administration, en tout cas à rendre l'administration plus en phase, plus en proximité avec ses administrés, avec ses citoyens. Rappelez-vous ce qu'on a dit donc la première leçon par rapport à cela. Il y a toute une série d'initiatives qui ont été prises, dont cette obligation de motiver certains actes administratifs, les actes administratifs. Cette loi du 29 juillet 1991, elle est reprise en annexe du syllabus, c'est l'annexe 1 du syllabus. Je vous engage à lire cette annexe, cette loi. Rassurez-vous, ça va très vite. Il y a 6 ou 7 articles, je pense. Elle fait une page écrite grand. Donc, vous n'allez pas perdre beaucoup de temps et vous allez comprendre très rapidement de quoi il s'agit. On vous expliquera notamment à l'article 1 de cette loi les notions d'actes administratifs, et on parlera d'actes unilatérales de portée individuelle. On parlera des autorités administratives et des administrés. Alors, on verra dans cette loi, vous le verrez, que l'obligation de motivation recouvre donc obligatoirement les actes administratifs unilatéraux individuels. Je vous renvoie à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les actes qui sont l'émanation de la seule autorité publique et qui s'adressent à une personne ou à un groupe de personnes bien défini. Et là, ces actes-là, ils doivent obligatoirement être motivés. Ça ne veut pas dire que les autres, l'acte bilatéral, l'acte réglementaire, ne doivent pas l'être. En tout cas, ce n'est pas vraiment une obligation, même si, dans la pratique, tous les actes administratifs sont motivés, parce qu'il y a un devoir de transparence à l'égard de tout le monde. Mais, en tout cas, l'obligation formelle ne concerne que les actes individuels unilatéraux. C'est normal, puisque ça s'adresse à une personne en particulier, à un groupe de personnes en particulier, qui doivent savoir la raison pour laquelle l'autorité qui ne leur a pas demandé leur avis prend telle décision. Donc l'autorité aura l'obligation d'expliquer comment, pourquoi, ce qu'elle a fait, etc. Ça, c'est la motivation. Alors, cette obligation de motivation remplit un triple objectif, qui est celui qui a présidé à la promulgation de la loi du 29 juillet 1991. L'objectif, c'est pour l'administré, pour la personne concernée, pour le citoyen, j'ai envie de dire, c'est donc de mieux comprendre la décision. Ce n'est pas simplement l'autorité a décidé que, c'est elle a décidé que, parce que, et en faisant ça. Donc l'administré a une meilleure connaissance du contexte de la décision. Le contrôleur, de ce côté aussi, celui qui va contrôler cette décision, qu'il s'agisse de l'autorité de tutelle ou le juge, qui est appelé à trancher dans un litige qui concerne un acte de ce type-là, ben, le contrôleur va aussi pouvoir mieux comprendre la volonté de l'autorité qui a pris cette décision et donc pouvoir mieux exercer son rôle de contrôle. Et enfin, l'administration elle-même, parce que en expliquant, en motivant ces actes administratifs, elle se forge une sorte de ligne de conduite qu'elle pourra reproduire pour des situations équivalentes qui se reproduiront plus tard. Et l'objectif que je n'ai pas indiqué ici, c'est qu'initialement, il était prévu que les recours contre les décisions soient diminués, puisque les gens allaient savoir, quand on a pris cette loi, les gens allaient savoir pourquoi la décision a été prise, comment elle a été prise, qu'on allait tout leur expliquer. Ben, ces personnes allaient donc mieux comprendre, ce qui est l'objectif premier, et donc, puisqu'elles comprennent mieux, ben, auraient moins de possibilités, ou de raisons surtout, d'introduire des recours. En réalité, c'est l'inverse qui s'est produit. Aujourd'hui, on a une explosion des recours contre les décisions qui sont prises. Alors, ça n'est pas dû qu'à l'aspect de motivation, bien évidemment, c'est dû à l'évolution de la société. Aujourd'hui, on a tendance à contester beaucoup plus et beaucoup plus facilement. Mais le cœur de la contestation portera essentiellement sur la motivation. La personne qui veut contester une décision considérera que la motivation, les raisons qui sont avancées par l'autorité,
ne sont pas suffisamment claires, qu'on n'a pas tenu compte de tel et tel élément, qu'elle était complète, bref. Voilà, donc l'objectif de réduction du nombre de recours a produit l'effet inverse, et la motivation est devenue le nid de ceux qui recherchent une raison pour laquelle introduire un recours contre une décision. Alors, on a vu ce qu'était la nature de la motivation, mais on ne sait pas finalement en quoi consiste la motivation. On sait qu'elle touche les actes individuels unilatéraux, que c'est une obligation. On a vu l'objectif de cette obligation, mais en quoi ça consiste très concrètement. Donc, on reprend la loi, et c'est l'article 3 de cette loi qui développe ce qu'il faut entendre par le concept de motivation. Je vous lis cet article qui est très court. La motivation exigée consiste en l'indication dans l'acte des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. Vous avez tout là-dedans, mais il faut pouvoir lire entre les lignes ou en tout cas creuser derrière les mots. On nous dit que la motivation doit apparaître dans l'acte, c'est-à-dire dans le document authentique de la décision. Vous ne pouvez pas expliquer la raison d'une décision dans un document qui est autre que celui de la décision. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de motivation par référence à un document qui n'est pas la motivation, qui n'est pas l'acte lui-même. On va nuancer ça dans quelques minutes, mais le principe est que la justification de la décision doit se trouver dans l'acte qui reprend sa décision. Et donc, qu'est-ce qu'on indique dans cet acte? Les considérations de droit et de fait. Alors, les considérations de droit, c'est quoi? Ben, c'est la base juridique sur laquelle vous vous êtes appuyé pour préparer cette décision. La base juridique, c'est celle qui est issue des recherches que vous avez faites dans l'étape 3 de notre schéma. Vous avez récolté tous les textes juridiques, les textes législatifs et autres, réglementaires, qui parlent de votre problème, de votre dossier. Vous avez répertorié cela et vous avez lu attentivement ces différentes normes. Et c'est elles qui servent de fondement à votre décision. Vous appliquez les normes qui concernent votre dossier. Dans notre dossier fil rouge, c'est la circulaire, essentiellement ça. Donc, le fondement juridique, la considération de droit concernant notre dossier, ce sera la circulaire. Évidemment, ce n'est qu'un seul texte, mais il y a plein d'autres dossiers où il y a plusieurs textes juridiques qui interviennent pour justifier la prise de décision. C'est ce qui permet également d'assurer la sécurité juridique de votre acte administratif. Le contrôleur va effectivement constater, puisque vous l'aurez indiqué dans l'acte, que vous vous êtes fondé sur telle et telle règle de droit, et que donc ce sont bien les bonnes règles. Non, si vous êtes trompé, c'est embêtant. Les considérations de fait, c'est quoi? Ce sont toutes les circonstances qui vous ont mené à prendre cette décision. Les considérations de droit, c'est la base juridique, mais les considérations de fait, c'est ce qui précède la recherche juridique, ce qu'on a vu dans les étapes 1 et 2 de notre schéma. C'est-à-dire la question de base, de départ, de quoi s'agit-il, et les conséquences du choix qu'on fait en étape numéro 2. Donc, c'est la question de la problématique de départ, les raisons pour lesquelles l'autorité choisit telle ou telle direction, c'est tout ce qui concerne l'environnement factuel de la décision. Dans le cadre du photocopieur, la considération de droit, c'est la législation sur les marchés publics, qui elle-même est divisée en plusieurs lois, arrêtés, etc. Et la considération de fait, c'est le fait que, je veux le dire, le photocopieur est en panne, problématique de base, et qu'il faut bien le remplacer pour continuer à travailler de manière correcte. Étape numéro 2, relation de cause à effet. Dans le cadre de notre opération immobilière, la commune est propriétaire d'un terrain et désire le vendre, problématique de base, et le fait de vendre ce terrain va rapporter de l'argent à la commune, va certes appauvrir son patrimoine, mais rien ne s'oppose, a priori, à la vente de ce terrain. Étape numéro 2 de notre schéma. Ça, c'est les considérations de fait. Alors, il faut qu'on rajoute un élément, c'est tous les éléments de procédure. Les éléments de procédure, c'est ceux qui découlent de l'étape numéro 4. Donc, à l'étape numéro 3, nous avons vu la base juridique. Après, il faut bien la mettre en œuvre.
C'est dans le cadre de notre exercice opération immobilière, c'est par exemple le fait de recueillir l'avis du notaire ou du géomètre sur le prix. C'est le fait de mener la publicité, etc. C'est vraiment les opérations concrètes. Toutes ces opérations concrètes qui sont prévues dans la loi, hein, on dit qu'il faut faire comme cela, donc on l'a fait. Tout cela doit apparaître dans l'acte sous la motivation. C'est une considération de fait également. Donc, dans la rédaction de l'acte administratif, quand on devra rédiger la motivation, il faudra reprendre ce qu'on a fait durant tout le processus de gestion du dossier, depuis le début jusqu'au moment où on rédige l'acte, en termes de recherche juridique, en tout cas de base juridique, en termes d'éléments factuels et en termes d'éléments de procédure. Et puis, dans cet article 3 de la loi sur la motivation, on nous dit que cette motivation doit être adéquate. Alors, pour le coup, le mot adéquate n'est pas très adéquat. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? De manière traditionnelle, je dirais, on considère que la motivation doit être claire, précise, concrète, suffisante et pertinente. Alors, clair, ça veut dire rédigé dans un français correct, lisible et compréhensible par tout le monde. N'oublions pas que la motivation vise aussi les personnes concernées par la décision. Tout le monde n'est pas juriste, tout le monde n'est pas spécialiste de droit. Donc, faites en sorte que la motivation soit claire dans le sens où elle est compréhensible. Précise dans le sens où elle doit porter sur toutes les dimensions de l'objet en question. Il faut éviter les divagations qu'on trouve parfois dans certaines motivations. Ne vous laissez pas embarquer dans des considérations qui finalement n'ont plus rien à voir avec la décision qui est prévue. Concrète, ça signifie qu'elle doit porter cette motivation sur les éléments spécifiques et éviter, et c'est le plus grand danger, des formules un peu passe-partout. Exemple de formule passe-partout, dans les permis d'urbanisme, on expliquera que le projet de construction s'intègre bien dans l'environnement bâti et non bâti. Ça, c'est clairement une formule stéréotypée parce que on a beau le dire, rien ne le prouve. Pour une motivation adéquate, on aurait dû dire que le projet, la construction s'intègre correctement dans l'environnement bâti et non bâti parce que d'autres maisons sont construites de la même manière, parce que, bref, trouver des éléments concrets qui appuient l'affirmation qu'on a indiquée. Il ne s'agit pas simplement de mettre des affirmations, il s'agit de les rendre concrètes au cas qui nous occupe en particulier. La motivation doit être suffisante, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de faire des pages et des pages et des pages de motivation, parce que la longueur n'est pas toujours synonyme d'efficacité dans ce sens-là. Par contre, il ne faut rien oublier. Imaginons que c'est un dossier pour lequel il y a une enquête publique et que les gens aient réagi à cette enquête publique, ils ont développé des arguments pour et contre, vous devez pouvoir répondre à tous les arguments pour ou contre en fonction de votre décision. Il ne faut pas en oublier. Et puis, la motivation doit être pertinente, c'est-à-dire que les arguments que vous avancez doivent être indiscutables, en tout cas, doivent être frappés au coin du bon sens, si j'ose dire, et doivent justement, précisément, expliquer la décision en tant que telle. Alors, deux éléments encore concernant la motivation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est interdit de rédiger une motivation par référence, une motivation a posteriori, comme indiqué ici. Motivation par référence est donc la motivation qui fait référence à un document qui n'est pas repris dans l'acte administratif. Ça est bien beau. Exemple, un marché public, toujours, je reviens sur cette possibilité. Vous faites un marché, peu importe pourquoi, on va abandonner l'histoire du photocopieur, ça devient lassant. Vous faites un marché public et donc le service rédige un rapport au terme duquel il est proposé d'attribuer le marché à telle ou telle entreprise. Et ce rapport lui-même explique tout ce qui a été fait, tous les éléments de procédure et toutes les considérations de droit et de fait qui ont conduit à cette proposition. Donc, finalement, toute la motivation se trouve dans le rapport qui a été établi par le service. Et donc, la motivation de l'acte administratif, normalement, devrait reprendre tous les éléments de ce rapport. Donc, théoriquement, la décision qui consiste à attribuer le marché à l'entreprise A, telle que l'a proposé le service dans son rapport, doit reprendre tout le rapport in extenso dans sa motivation avant de prendre la décision.
l'autorité publique doit normalement, puisqu'on ne peut pas faire de motivation par référence, doit normalement reprendre tout le rapport in extenso dans l'acte administratif qui consiste à décider d'attribuer le marché à l'entreprise A. Alors évidemment, pour éviter les gaspillages de papier et d'encre et d'avoir surtout des délibérations qui reprennent 2 fois la même chose par rapport au rapport et qui soient extrêmement volumineuses, on peut accepter une motivation par référence à la condition, et c'est là l'élément essentiel, à la condition que cette référence soit considérée comme partie intégrante de la motivation. Je m'explique. Dans le cadre de notre marché public, on va considérer que le rapport établi par le service qui reprend tous les arguments, on va considérer que ce rapport est considéré comme faisant partie intégrante de la présente décision, du présent acte administratif. Ça nous évite de reproduire tout ce qui est dans le rapport dans l'acte administratif. C'est une motivation par référence. Cette référence, l'autorité qui prend la décision, l'adopte clairement en l'indiquant dans l'acte administratif. Elle indique dans l'acte administratif que le rapport établi par le service fait partie intégrante de cet acte administratif-ci. Donc, c'est comme s'il était intégralement reproduit dans l'acte. On évite de le faire pour perdre du temps, de l'espace, du papier et de l'encre, mais ça vient au même. Et pour ça, il faut vraiment bien spécifier que le document annexe fait partie intégrante de la motivation de l'acte administratif. Alors, 2 questions encore à régler. La compatibilité avec la notion d'urgence et la compatibilité avec la notion de scrutin secret. Il peut arriver qu'on soit dans l'urgence pour prendre une décision. Ça arrive dans la vie quotidienne d'une institution, quelle qu'elle soit. On a des impondérables qui arrivent. On est dimanche, le toit de l'école s'est envolé à cause de la tempête, lundi matin, catastrophe, il faut trouver une solution, il faut trouver un réparateur. Voilà. Et donc, on lance un marché public en urgence, mais voilà, OK, on a le prix, c'est bon, qu'on commande. Est-ce que, dans ce cas-là, vu l'urgence, on est obligé de passer par un acte administratif qui détaille tout ce qu'on a fait, etc. Il y a urgence, il faut aller vite. Oui, mais l'urgence ne dispense pas de la motivation. Si même il y a une urgence, il faut quand même rédiger un acte administratif qui explique ce qu'on a fait, comment on l'a fait et pourquoi on l'a fait. Si on décide d'attribuer le marché à une entreprise quelle qu'elle soit pour réparer le toit de l'école qui s'est effondré pendant le week-end, ben, il faudrait bien prendre une décision qui explique qu'on a dû agir en urgence, qu'on a consulté qu'un fournisseur, qu'il a rentré un prix de autant, etc. Et qu'on attribue donc le marché à cette entreprise-là. Il faut quand même une décision qui soit prise, et comme il s'agit d'un acte individuel et unilatéral, il faut qu'il soit motivé. L'urgence ne dispense pas de la motivation. N'oubliez pas ça, c'est très important. Vous bien peut-être vous trouver un jour en disant c'est urgent, on passe comme ça à la commande. Non. L'urgence ne dispense pas de la motivation. Autre question, la compatibilité de la motivation avec le scrutin secret. Le scrutin secret, c'est quand il s'agit par exemple, de désignation de personnes. Exemple, je reviens sur la motivation, sur la nomination. Vous avez la chance de pouvoir participer à un processus de nomination dans votre administration. C'est le conseil communal ou le conseil de l'action sociale ou le conseil d'administration, prenons le conseil communal, qui va décider du candidat qui sera nommé. C'est bien un acte individuel, ce qui va concerner une personne. C'est bien un acte unilatéral, puisque c'est une décision de l'autorité sans vous demander votre avis. Et donc, cet acte individuel unilatéral est soumis au scrutin secret, puisqu'il y a plusieurs candidats, et donc la loi impose que les conseillers communaux votent par scrutin secret, ils ont tous leur petit bulletin de vote et ils choisissent le candidat qu'ils veulent. Et donc, au final, il y a un candidat qui a obtenu plus de voix que les autres, et c'est celui-là qui est nommé. Comment peut-on motiver un acte administratif qui a été voté au scrutin secret? Puisque par définition, les personnes qui ont pris cette décision l'ont prise en leur fort intérieur, au scrutin secret, personne ne les a vus. Et donc, il faudrait qu'on motive cette décision-là en prime. Est-ce que c'est compatible? Eh bien oui, assez étrangement, en tout cas je peux concevoir que ça vous paraisse étrange, le fait de passer un point au scrutin secret, comme la nomination d'une personne, ne dispense pas qu'on motive le choix. Alors vous me dites comment est-ce possible? C'est très simple.
Dans ce cas-là, il y a deux votes. Il y aura un premier vote pour le choix du candidat. Donc, les conseillers communaux ont devant eux la liste des candidats à la nomination. Ils choisissent. Puis donc ça, c'est le premier vote. Il y en a un qui a plus de voix que les autres, c'est lui qui est nommé. Mais après, il y a un deuxième vote, au scrutin secret aussi, sur les motifs de ce choix. On aura idéalement préparé à l'avance, ou en tout cas, peut-être peut-il se discuter en séance, mais on prévoira un texte qui est la justification, la motivation de ce vote. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'on a voté pour un autre candidat que celui qui a été nommé qu'on est automatiquement en désaccord avec la motivation qui concerne le candidat qui a été nommé. Donc il peut y avoir deux résultats différents. Mais en tout cas, la motivation s'applique aussi aux dossiers pour lesquels il y a un scrutin secret. Donc, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'exemption, il n'y a pas d'exception. La motivation, elle s'applique à tous les coups quand il s'agit d'un acte individuel unilatéral. Quand il s'agit d'un autre acte, la motivation n'est pas formellement obligatoire, mais par obligation de transparence. On le fait toujours. Tous nos actes sont motivés, mais évidemment, ça peut poser un problème juridique important s'ils sont mal motivés ou pas motivés du tout, quand il s'agit d'un acte individuel unilatéral. Au final, faisons un peu le bilan, la balance entre les avantages et les inconvénients de la motivation. Alors l'avantage, les avantages, c'est l'information évidemment, c'est la meilleure information du citoyen par rapport à la décision qui a été prise, c'est la facilité du contrôle et donc un meilleur contrôle de l'égalité de la décision que vous avez prise. C'est aussi une forme de rigueur pour l'administration qui va donc devoir proposer une décision à l'autorité, mais cette décision basée sur des éléments juridiques et factuels concrets. Et puis, c'est une cohérence également, puisque ça permet de fixer une sorte de ligne de conduite. Pour une situation équivalente, on aura une décision équivalente basée sur la même motivation. Les inconvénients, c'est que la motivation, il faut la rédiger. Et que ce n'est pas toujours simple, et que c'est un peu le sens du travail que nous faisons ici, hein, c'est un peu le sens du secours, hein, c'est que cette motivation soit rédigée sur la base de tout ce qui s'est passé avant en matière de gestion et de constitution du dossier. Mais c'est un travail qui, parfois, peut être considérable. Attention, je l'ai dit tout à l'heure, aux formules passe-partout, c'est un danger qui guette les motivations, c'est de ne pas être suffisamment concret dans la motivation et donc fatalement d'ouvrir la porte à des recours. Et l'autre inconvénient, c'est précisément les recours, c'est la possibilité qui s'est développée ces dernières années d'introduire des recours. Et donc le contentieux par rapport aux décisions administratives s'est considérablement développé. Voilà pour ce principe de motivation qui est essentiel. Donc, dans notre parcours, nous allons rédiger un acte administratif qui concerne notre dossier de vente de terrain. Il faudra qu'on le rédige sur la base de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, en respectant les règles, mais ça, les règles, on les verra au chapitre suivant, et surtout en veillant à ce que cette motivation soit adéquate, puisque l'adéquation est une obligation qui est reprise dans la loi, et on sait ce que ça veut dire, claire, précise, suffisante, concrète, pertinente. Je voudrais, puisqu'on est toujours dans l'acte administratif, on a parlé des différents types d'actes administratifs, on a parlé de la motivation de l'acte administratif, je voudrais qu'on parle du contrôle de l'acte administratif. Alors, je sais que dans le schéma de notre cours, le contrôle, c'est ce qui vient après la décision, mais ici, on est dans l'acte, donc on va quand même parler rapidement de la notion de contrôle de légalité de l'acte administratif, puisque vous le savez, on ne travaille que par la loi, au travers de ce que prévoit la loi, et donc par nature, l'acte administratif a pour vocation d'être contrôlé. Alors, il existe plusieurs types de contrôle, nous verrons ça un peu plus tard dans le cours, et vous verrez ça surtout en deuxième module, je pense, sur le contrôle des actes administratifs. Je pense que vous avez un cours spécifique là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre à ça, mais il est important que vous sachiez déjà maintenant en quoi ça consiste et en quoi ça touche l'acte administratif. Mais le contrôle, il peut se faire d'abord de manière hiérarchique, il peut se faire par la tutelle, hein, vous savez ça, et il peut éventuellement même se faire par le juge si ça arrive à un niveau juridictionnel. Et donc, quel que soit le type de contrôle qui est exercé, ce contrôle s'exercera sur la légalité de l'acte, et qui elle-même se distingue en deux volets. Il y a la légalité externe et la légalité interne de l'acte. C'est important de savoir ça pour rédiger correctement et faire des bonnes motivations et des bons actes administratifs.
La légalité externe, c'est tout ce qui concerne l'externe de la décision. C'est la notion de compétence, donc celle d'auteur de l'acte. On a vu là, la compétence et l'auteur de l'acte en tout début de cours. La compétence de l'acte, si ce n'est pas le bon auteur, si c'est le collège qui a pris la décision à la place du conseil, c'est fichu, la légalité n'est plus bonne. Donc voilà, c'est la notion de compétence, c'est la notion également de formalité. Tout ce qui concerne les obligations qui sont définies dans la législation, elles doivent être appliquées correctement. S'il y a une enquête publique, il faut que cette enquête publique ait été menée selon les formes adéquates. S'il y a une consultation des organismes syndicaux, eh bien, elle doit avoir eu lieu et il faut qu'il y ait des documents qui prouvent qu'elle a eu lieu. Donc, c'est respecter tout ce qui est extérieur en quelque sorte à la décision, qui est lié à la décision évidemment, puisque cette décision n'est prise qu'en fonction de ce qui a été fait auparavant. Mais voilà, c'est tout ce qui est extérieur concernant la compétence, le respect des formes et le respect des formalités. Ça, c'est la légalité externe de l'acte. Mais le contrôle se porte également sur la légalité interne, c'est-à-dire sur le cœur de l'acte, sur la décision en tant que telle. Et il s'agit à la fois d'examiner la légalité concernant l'objet de l'acte, le but de l'acte et les motifs de l'acte. Alors, attention, quand on dit que le juge va examiner la légalité de l'objet de l'acte, c'est-à-dire la légalité de la décision, rappelez-vous toujours que le juge ne porte pas un jugement d'opportunité. Le juge va vérifier si la décision, l'effet juridique produit par votre décision, par l'objet de l'acte, est légal. Ça ne veut pas dire que la commune ou le CPS ou l'intercommunal avait raison de faire ça ou pas ça. Ce n'est pas de savoir si on a raison ou pas, ce n'est pas de l'opportunité qui apporte. C'est de savoir si cette décision est légale. Le fait d'avoir confié le marché à telle entreprise, est-ce que cette décision est légale? Le juge ne va pas dire, vous avez raison, cette entreprise-là, elle est meilleure que l'autre, vous avez raison de lui confier le marché. Non. Est-ce que cette décision a été prise en toute légalité, en respectant toutes les règles, etc. Le but de l'acte, c'est-à-dire l'intention de l'auteur de l'acte par rapport à l'intérêt général. Est-ce que le but de cet acte respecte d'une part l'intérêt général, mais est proportionnel à la problématique? Exemple, je reviens au cas où vous arrivez en retard à votre bureau. Vous arrivez à 9h05, le maximum c'est 9h, vous avez donc 5 minutes de retard. Et votre autorité qui ne vous aime pas, plutôt que de faire un rappel à l'ordre ou un blâme, lance une procédure disciplinaire et décide de vous démettre d'office. En termes d'objet de l'acte, la décision de démission d'office est légale si elle a respecté toutes les procédures, que tout a été fait correctement et que ça correspond bien à ce qui est prévu dans la loi. L'objet est légal. Par contre, le but de l'acte qui consiste à vous sanctionner pour une erreur est disproportionné. Et donc là, le juge, l'autorité de contrôle, va examiner si votre décision est proportionnelle au but poursuivi. C'est l'adéquation entre le but poursuivi et la décision. Est-ce qu'il y a une proportionnalité? C'est très important aussi. Donc, encore une fois, le juge ne va pas dire que la commune avait raison ou pas raison de vous démettre d'office. Le juge va examiner que la démission, va juger que la démission d'office est disproportionnée par rapport au fait de base qui était une arrivée en retard de 5 minutes. Et enfin, les motifs de l'acte, donc la légalité va se porter sur, l'examen de légalité va se porter sur la motivation en tant que telle. Est-ce que la motivation est bien adéquate au sens où nous l'avons défini il y a quelques minutes? Voilà, donc le contrôle de légalité, c'est important de le savoir au moment où on rédige l'acte pour éviter justement les écueils tels que je viens de vous les présenter. Enfin, un dernier mot sur la disparition de l'acte administratif, parce qu'un acte n'est pas écrit pour l'éternité. Les actes administratifs doivent disparaître de l'ordre juridique. Et donc, si on fait disparaître l'acte, on fait disparaître évidemment la décision qui s'y attache. Et donc, il y a 3 moyens pour faire disparaître un acte administratif: l'abrogation, le retrait, l'annulation. Ce sont des termes juridiques qui ont leur signification précise et il ne faut pas confondre l'un avec l'autre. L'abrogation, ça consiste à faire disparaître la décision pour l'avenir. Donc, les effets de cette décision, l'effet juridique de l'acte administratif, a existé jusqu'au moment où l'acte administratif a été abrogé. Donc, on peut considérer un acte qui a été pris le 1er janvier 2020 et abrogé
le 31 juillet 2021, ça veut dire que la décision était valable du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021 et qu'elle n'est plus valable, qu'elle ne produit plus d'effet juridique à partir du 1er août 2021. Donc, l'abrogation fait disparaître l'acte administratif et la décision pour l'avenir, à partir du moment où l'abrogation a lieu. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est le retrait de l'acte administratif. Alors, le retrait consiste à retirer l'acte administratif de l'ordonnancement juridique et faire comme s'il n'avait jamais existé. Donc, l'acte administratif qui aurait été pris le 1er janvier 2020 peut être retiré le 31 juillet 2021, mais on fait comme si le 1er janvier 2020, il n'avait même jamais existé. Donc, tous les effets de droit que cet acte a produits sont inexistants. Alors, attention, évidemment, de ne pas confondre l'un avec l'autre, parce que si vous décidez de retirer une de vos décisions et non pas de l'abroger, ça veut dire que toutes les décisions qui ont été prises depuis le moment où l'acte a été pris sont irrégulières. Donc, le retrait, ça a une force assez importante. Attention, on ne retire pas comme ça un acte administratif, surtout un acte administratif qui produit des droits chez une personne. Imaginons que vous ayez octroyé une prime à quelqu'un, vous ne pouvez pas, 2 ans plus tard, dire finalement, je retire l'acte administratif qui lui a octroyé une prime, et donc il doit me rembourser la prime. Ça ne va pas comme ça, évidemment. Retirer un acte administratif créateur de droits ne se fait que dans des cas très rares, particulièrement justifiés et dans des conditions très strictes. Donc, ce n'est pas vraiment possible, ou très difficilement en tout cas, de retirer un acte qui a créé des droits chez une personne. Mais s'il y a une erreur de droit dans cet acte, c'est toujours envisageable. Et puis, troisième possibilité de disparition, c'est l'annulation. Alors, l'annulation, attention, ce n'est pas comme l'abrogation ou le retrait, l'annulation, c'est une décision qui émane de l'autorité supérieure. Autrement dit, la tutelle, par exemple, va décider d'annuler votre acte administratif. Elle ne va pas l'abroger, elle ne va pas le retirer, elle va l'annuler. Ce n'est pas la même chose. Il arrive parfois qu'on voit dans des actes administratifs mal faits, dès lors, cette décision annule et remplace la décision précédente. Non. Une autorité ne peut pas annuler sa propre décision. Elle l'abroge ou elle la retire. L'annulation, c'est le fait d'une autorité supérieure qui décide que donc l'acte, là aussi, n'a pas existé. Mais ce n'est pas votre décision à vous, c'est la décision d'une autorité supérieure au plan administratif, ou même, par exemple, le Conseil d'État peut décider d'annuler un acte administratif que vous auriez pris. Voilà ce qui concerne l'acte administratif, pardon. On a vu la nature de l'acte administratif, on a vu sa motivation. Il reste à voir l'aspect de rédaction, ce qu'on appelle la légistique, ce qu'on verra la semaine prochaine, parce qu'on sait maintenant en quoi consiste un acte, on sait qu'il faut le motiver, on sait comment on contrôle sa légalité, comment il disparaît, mais comment on le rédige. C'est tout ce qui est vu, attendu, considérant, etc. On verra ça la semaine prochaine, et puis on fera alors l'exercice pour l'acte administratif concernant notre exercice fil rouge. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.